C'est peut-être quelque chose qui est un peu, qui est pas, peut-être pas très clair, hein, mais la peinture telle qu'elle est vécue par les peintres, bah, c'est une matière à l'état vivante. Donc après, quand elle est figée sur un tableau, bah, elle devient ou pas image, mais en tout cas, c'est cette relation avec enfin peut-être plus près de la cuisine, hein, d'une matière en train de se former, qui, euh, qui m'intéressait. Alors bon, les raclures, l'échappée, enfin tout ça, ça a à voir aussi avec ce que j'ai dit tout à l'heure et quelque chose qui est toujours resté dans mon travail, c'est cette idée des hors cadres, enfin, ou making of. Quand j'avais fait des photos, pour moi, c'était un peu comme un making of de ce qui s'est passé à l'atelier. Ça, c'est une pièce qui s'appelle Hors champ. Enfin, il y a toute une série de pièces. Évidemment, il n'y a pas tout. J'ai mis quelques photos comme ça un peu vite, hein, mais qui explique ce qui s'est passé un peu dans ma tête, hein. En fait, il y a ce qu'on pourrait appeler une absence de tableaux. On pourrait imaginer que les tableaux étaient à l'intérieur de ces cadres et voilà, et qui n'est pas là et qui reste juste une espèce de pochoir de ces tableaux. J'étais très impressionné par les images de Pollock en train de peindre, ces fameux reportages de Hans Namuth, avec Pollock en train de faire des drippings par terre. Et donc Pollock, comme vous savez, il travaillait avec des toiles libres au sol. Et donc il balançait de la peinture avec une baguette en faisant je sais pas comment on appelle ça, des giclures comme ça. Et évidemment, il y avait des parties des peintures qui rentraient dans la toile, qui tombaient sur la toile, et d'autres parties qui tombaient à côté. La peinture était la même, évidemment, sauf que celle qui rentrait dans la toile, bah, aujourd'hui, elle est au MoMA, et celle qui était dehors, bah, elle restait par terre. Donc il y avait, je pouvais imaginer très bien Pollock en train d'enlever la toile pour la mettre sur un châssis, et d'imaginer au sol une sorte de pochoir, des peintures avec une peinture qui ne serait pas au MoMA, mais qui était là aussi. Tu vois. Donc cette idée de cadre est devenue aussi une métaphore d'un peu de ce que je voulais faire en fait, de ne pas parler de ce qu'on est censé de voir, mais de voir derrière. Comme vous savez, dans le cinéma, il y a ces notions de hors-champ. Il y a plusieurs types de hors-champ. Globalement, c'est ce qu'on ne voit pas sur l'écran. Mais il y a un hors-champ qui se trouve derrière la caméra, il y a un hors-champ qui se trouve à côté, même derrière le décor, sur le champ, mais derrière le décor. Et en fait, voilà, donc cette idée de cadre, d'écran, c'est quelque chose qui s'est assimilé très vite à une notion de ce que je voudrais montrer et qui, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais voilà, c'est presque un principe qui reste aujourd'hui valable, plus comme une métaphore que, voilà, comme un mode de fonctionnement, de voir ce qui n'est pas censé d'être vu et de montrer ce qu'on ne voit pas d'habitude en fait. Oui, en fait, effectivement, quand je me suis rendu compte qu'il y avait tout cet tas d'images, que ça prenait de plus en plus de place dans ma démarche, en fait, je me suis dit, bon, ben, ces photos, il faut faire quelque chose. Et lors d'une exposition que j'ai fait à Montbéliard, en fait, j'ai décidé de montrer certaines de ces photos, non pas sur un mode photographique, en fait, c'était des impressions en photocopie, on va dire, pas, je veux dire sans qualité, c'était des images sans qualité photographique. Et en fait, c'est vrai, je voulais instaurer un mode de dialogue entre les images et l'œuvre qui soit plus comme des didascalias. En fait, comme vous savez, les didascalias dans les textes dramatiques, hein, ce sont des textes qui apparaissent à côté du texte qui est dit par les acteurs, mais c'est une sorte de paratexte, on va dire, d'indication qui est donnée aux comédiens pour jouer ces mots.
Et donc, ça me paraissait opportun d'imaginer, vous voyez ici par exemple, une peinture, et paf, à côté, il y a des images. Voilà. Bon, mais ici, elles sont encadrées. ici, elles sont encadrées, et ici, elles sont tirées sur des papiers bien comme il faut, et tout ça. Après, effectivement, ça a évolué, et donc j'ai décidé de faire de ces images aussi des œuvres. C'est un projet que je n'ai pas poursuivi, parce que je ne voulais pas non plus devenir peintre, enfin, je ne voulais pas devenir photographe, je veux dire. Je ne voulais pas que les photos prennent trop d'importance. Mais effectivement, il y a eu, sur quelques expositions, il y a eu des photographies. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait, enfin, pour moi c'est évident qu'il y a un rapport entre une manière de aborder la peinture qui avait à voir avec l'hapticité, c'est-à-dire une manière de pressentir l'aspect tactile de la peinture sans pour autant la toucher. C'est-à-dire que ce sont des images qui font appel au sens du toucher. Et donc, voilà, il y a eu à quelques reprises des images qui ont été, des images photographiques qui ont été exposées à côté des œuvres. Ça a été, voilà, pareil, une tentative, comme ces plaques, en fait, qui reviennent sur la question du tableau. Or, ici, cette plaque de contreplaqué, elle est posée contre le mur avec une certaine ondulation, aussi pour montrer une espèce de tendance au sol qui me paraissait intéressant. Parce que toujours aussi dans cette espèce d'esprit des images de Pollock, ce que je voyais, c'est que Pollock, enfin, ce qu'ils font beaucoup des peintres d'ailleurs, hein, c'est redresser la peinture horizontale et la mettre à la verticale pour en faire une image. Et je m'étais rendu compte qu'effectivement, les images, elles sont porteuses d'une verticalité, même quand on les regarde à l'horizontale. Et à un moment, j'ai parlé des lamarelles, vous savez, les jeux des enfants pour aller de la terre au ciel, alors que c'est un dessin qui s'est fait au sol, c'est un dessin qui montre aussi une certaine verticalité. En fait, c'est une verticale couchée. Bon, il y a quelque chose qui est important de signaler, merci, c'est que je ne suis pas le seul, loin de là, à m'être emparé de l'appareil photo pour retracer une sorte de décheminement. Bon, déjà, il y a ce que j'ai appelé la prise des vues pour les documents. Donc ça, effectivement, tous les artistes qui font un travail et par un moment ou un autre sont amenés à photographier leur travail en vue de faire un pressbook ou pour mettre des images sur Internet. Et enfin, vous savez comme moi à quel point c'est important de réaliser des images qui parlent de manière précise de comment les travail est perçu. Donc dans le cas de la peinture, de la peinture classique, bon, c'est vrai qu'il y avait la question du tableau, donc on photographiait les tableaux et rien d'autre. Donc comme un objet autonome, et donc qui fonctionnait sur une page blanche de la même manière qu'il aurait pu fonctionner sur un mur blanc. Or, il y a toutes ces questions de taille ou de relation à l'espace qui passaient outre. Et je pense qu'il y a eu tout un mouvement, enfin, je ne sais pas s'il est signalé quelque part dans le livre d'histoire, mais à l'époque, quand on faisait de la photographie argentique, c'était très compliqué. Donc souvent, on faisait venir des photographes. D'ailleurs, ça se fait encore toujours dans les musées. On fait venir un photographe professionnel qui va prendre des photos avec des éclairages, qui va faire des photos professionnelles avec un bon piqué, les bons codes couleurs, etc. Et donc, ça commence à être différent à partir du moment où la photographie numérique s'est démocratisée et on a pu faire nous-mêmes nos propres photos et même au-delà, corriger sur Photoshop la couleur, corriger le cadrage, ou enfin un travail de post-production. Et donc au même moment que moi je me posais ces questions, je pense qu'il y avait un tas d'autres artistes qui
qui pareil, commençait à travailler sur la question de la reproduction de l'œuvre par une image document. D'autant plus que moi je travaillais aussi souvent dans des productions éphémères et que ça j'en parle aussi à un moment des langues d'artistes, enfin de tous ces gens qui travaillaient sur des productions éphémères. Souvent la photographie elle prend une importance supplémentaire du fait que la disparition de l'œuvre fait retomber toute l'importance sur les documents. Et en absence de l'œuvre, c'est le document qui devient, non pas œuvre peut-être, mais presque, il y a un truc un peu comme ça. Et donc à côté de cette pratique de la photographie comme document, il y avait aussi donc, la pratique que d'autres artistes avaient sur une photographie tous azimuts, mais qui parlait d'une sensibilité, d'un regard, que d'une manière ou d'une autre venait se porter aussi sur la pratique après de l'atelier. Et c'est un peu l'objet de ces catalogues qui était une exposition qui s'appelait Les Autres œuvres. Donc Les Autres œuvres fait appel à ces photographies qui ne font pas partie du corpus d'œuvres à part entière, mais qui sont d'une certaine manière les récits d'un travail. Peut-être qu'on pourrait parler même, si parmi vous il y a d'autres cas comme ça aussi, parce que c'est un sujet, je pense, qui est transversal. Je pense que tous les artistes sont amenés à un moment ou à un autre à faire des photographies ou à travailler avec l'image. Et c'est seulement à quel moment cette prise de conscience va donner lieu à une suite d'un travail par l'image ou pas. C'est juste un travail qui reste à l'intérieur de la cuisine de l'artiste pour, voilà, comme je disais, comme une prise de notes. Bon, ça c'est quelque chose, même, je pense à Edouard Bouchard, je pense à beaucoup d'artistes qui ont un travail photographique à côté de leur travail qui est aussi important, voire des fois plus intéressant que le travail. Et c'est vrai que souvent dans les photos que j'ai prenées, surtout au début, quand j'ai photographié les sols, je photographiais à la verticale, et donc il y avait souvent les bouts de mes pieds qui apparaissaient. Et pareil, ce sont des choses que je théorise après, sur le moment. Alors, ici, on voit mes pieds. Sur le moment, je ne me rendais pas trop compte de qu'est-ce que ça voulait dire quand on voit les pieds comme ça sur une image. Et c'est un peu ça, c'est un peu la relation que j'entretiens avec le travail. C'est la sensation de marcher dessus ou de tenir quelque chose à la main. Ça a à voir avec l'artisticité qui est très proche du tactile, mais qui renvoie encore à autre chose. C'est du tactile, mais à travers l'image. C'est quelque chose qui fait appel à des expériences qu'on a tous eues. Et qui est, en tant que peintre, peut-être on peut les nommer, mais c'est de toucher à des choses qui sont de l'ordre des fluides ou des masses un peu informes. Et c'est quelque chose que j'ai, peut-être inconsciemment, mais que j'ai revendiqué. C'est toujours peut-être quelque chose un peu intime, parce que c'est vrai qu'on parle de la pratique de l'atelier, donc une pratique solitaire et dans laquelle on est seul face à la matière. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a aussi, pour parler de la narration, je pense que ça vient remplacer un aspect iconoclaste volontairement iconoclaste, parce que il y a évidemment, quand on peint, il y a la question de qu'est-ce qu'on peint, comment on le peint, et pour dire quoi, finalement. Et en fait, ce sont des questions qui sont lourdes. Et à un moment, peut-être pour échapper aussi à ces questions, en fait, on décide de peindre rien. C'est-à-dire d'essayer d'éviter au maximum toute émotion ou toute histoire personnelle. Et je veux dire, malgré tout, dans le travail, il y a quelque chose qui revient. C'est une histoire personnelle, c'est un rapport individuel
au monde, aux choses qui sont dans le monde, à un être ici. Et ouais, c'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que c'est quelque chose qui prend sens dans l'action de l'atelier. Et dans cette idée de, malgré tout, c'est raconter une histoire